d'abord, je suis ravi de venir échanger avec vous autour de ce sujet qui est un sujet stimulant intellectuellement, à propos duquel il se passe beaucoup de choses et où on sent, pour de multiples raisons, qu'on va voir que les mentalités bougent et qu'elles bougent dans des sens où elles ne savent pas trop où aller. Alors, d'abord, comme je suis à Santé publique France, il faut que je déclare mes conflits d'intérêts. Alors, pas financier, parce que l'enjeu n'est pas tellement... mais comme l'a dit Jean-Claude, je suis enseignant de statistique, donc à la base, je ne suis pas qualitativiste. Je m'y suis intéressé, mais à la base, je fais partie du camp des quantitativistes. Et donc, un qualitativiste dirait que ça peut biaiser mon regard sur ces méthodes, et vous voyez d'emblée, et là je trouve qu'ils ont raison. Normalement, quand on fait de la recherche qualitative, on pose comme ça ce qu'on est et en quoi c'est susceptible de modifier notre regard sur l'objet étudié. Hein, par exemple, une de nos chefs de clinique a fait sa thèse de sciences sur l'adoption internationale par une approche qualitative. Donc, qu'est-ce que ça fait d'adopter un enfant international, etc. Et il y a un chapitre entier où elle explique qu'elle était enceinte quand elle a fait sa thèse et que du coup, ça peut avoir eu un impact et elle explique en quoi, etc. Et vous voyez, si une épidémiologiste avait fait un travail sur l'adoption internationale, jamais elle aurait dit... alors là, du coup, je ne dis pas il ou elle, parce que si elle est enceinte, enfin bon... Mais si elle est enceinte, elle n'aurait jamais dit « Ah ben je suis enceinte, donc ça a pu biaiser ». Oui, on considère que l'épidémiologie, c'est neutre épistémologiquement, alors que ce n'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Par exemple, j'ai été souvent dans des jurys de thèse d'épidémiologie environnementale, et je m'amuse à demander si les doctorants ou doctorantes mangent du bio, sont véganes, etc. Ben, je suis sûr que c'est plus que la moyenne. C'est normal. Hein. Il y a mais même on devrait dire pour qui vous votez, ben oui. Hein. Or, il y a un truc là, comme vous savez que l'épidémiologie environnementale c'est quelque chose de très difficile, peu hypothético-déductif, hein, on va y revenir d'ailleurs, et donc du coup il y a une marge d'interprétation assez importante, et je pense que le positionnement du chercheur en tout cas devrait être public. Alors, revenons donc, et mon autre conflit d'intérêt, c'est que je ne suis pas médecin de santé publique. Donc je suis psychiatre, je ne suis pas médecin de santé publique, donc du coup, évaluation des interventions en santé publique, je ne suis pas dans mon terrain de prédilection, en tout cas bien moins que vous. Alors néanmoins, faisons une petite expérience, comme ça si on vous demande quelles sont les méthodes, ou quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour évaluer des interventions en santé publique, répondez comme ça. Eh ben, spontanément, vous allez dire oh, ben, quand même, si c'est randomisé, c'est mieux. Et puis, en tout cas, on fait au moins des statistiques avec un test d'hypothèse, etc. Et vous voyez, il y a un conditionnement. Et donc, du coup, c'était d'autant mieux de dire intervention en santé publique, parce que si c'était une intervention médicamenteuse, alors là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et même si c'est une intervention clinique non médicamenteuse, de la chirurgie, une psychothérapie, etc., on n'a pas trop le choix non plus. Donc, méthodologie d'évaluation, en termes de réponse immédiate, on voit qu'on est conditionné par la question de l'essai randomisé. Alors, néanmoins, on n'est pas que conditionné dans la vie. Et c'est vrai que, faisant partie du jury du PHRC depuis de nombreuses années, je vois que depuis quelques années, il y a des études qualitatives qui arrivent pour évaluer le tai chi dans la prévention, dans le traitement des addictions, enfin, et des études qualitatives même pour évaluer l'effet de certains médicaments dans certains troubles. Et bien, alors la première constatation, c'est que les collègues n'ont pas de rejet immédiat, parce que ça aurait pu être ça, hein, et je pense qu'il y a 10 ou 20 ans, ça aurait pu être ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça, on va demander aux gens comment ils se sentent, et alors, qu'est-ce qu'on va dire, enfin... Donc c'est pas pour nous ça. D'abord ils écrivent en français, pas en anglais. Vous voyez là aussi il y a une espèce de contexte sociologique qui est très fort. Hein. Et aujourd'hui non, dire ah ben tiens voyons ce qu'ils proposent. Et donc il y a même une espèce d'authentique bienveillance. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé dans les 5 dernières années. Mais quand même,
ah mais alors comment ils échantillonnent, mais alors, et où est leur question, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir conclure? Et, et là, il y a un peu une position pas condescendante, parce que c'est pas ça, mais un peu paternaliste. C'est-à-dire, ah, ils se mettent à faire de la recherche, c'est bien, ah, ils envoient des trucs au PHRC, c'est bien, ah, mais ils ont quand même un peu de chemin à faire pour devenir des grands garçons et des grandes filles. Et en gros, pour faire comme nous, c'est-à-dire pour faire du quantitatif, en fait. Quelque part, si on fait le raccourci, c'est un peu ça. Et donc, on peut aujourd'hui, on est dans une situation où la porte n'est pas fermée, où les gens sentent que, eh ben, effectivement, faire des entretiens ouverts à des gens, à des patients et tout ça, puisqu'en gros, c'est autour de ça que ça va tourner, finalement, ça pourrait être intéressant. Écouter les patients, ça peut être intéressant. Là, il y a le changement. Après, il y a la question de la méthode et de qu'est-ce qu'on en fait et de quelle valeur ça a. Voilà. Alors, donc ça, c'est un contexte global de la recherche biomédicale et en santé publique. Alors après, on pourrait répondre à la question, comment évaluer des interventions de santé publique par des méthodes mixtes? Ben, moi, je vous dirais, faut juste le faire. C'est-à-dire, écouter les deux exposés qu'il va y avoir après, et puis en faire. Et puis, en fait, en faisant, vous allez voir finalement ce que ça apporte, en quoi c'est compliqué, en quoi finalement c'est pas compliqué, et puis voilà. Et je suis sûr que c'est comme ça que ça sera le plus efficace. Quand on est... Il y a des problèmes épistémologiques considérables, mais qui en fait, au regard de ce qui se passe dans la réalité de l'expérimentation, sont assez négligeables. Et ça sera les deux présentations d'après. En tout cas, j'imagine. Alors néanmoins, c'est vrai que ça coûte rien de réfléchir au blocage, parce qu'on voit qu'il y a des blocages que je vois même au labo dans lequel je suis, où maintenant il y a des chercheurs qualitativistes, beaucoup, qui viennent du monde de la psychiatrie, et puis il y a des épidémiologistes et des statisticiens. Et d'ailleurs, les tensions gentilles, viennent souvent plus des épidémiologistes que des statisticiens. Les épidémiologistes disent, mais alors où est le groupe contrôle? Mais pourquoi vous avez le droit de dire ça? Et donc là, j'en arrive à une vraie question, c'est qu'effectivement, aussi quand même dans notre monde de l'évaluation, vous savez, on a quand même le niveau de preuve. C'est comme ça depuis 30 à 40 ans, il y a des niveaux de preuve. Et donc, dans une certaine mesure, il y a des moments où on peut dire qu'une intervention marche, et des moments où on peut moins le dire, et des moments où on ne peut pas le dire. Il y a des règles comme ça. Eh bien aujourd'hui, et bien sûr que l'essai randomisé, il est en haut. On est d'accord. Alors vous me direz, non, en haut, il y a les méta-analyses. Mais en fait, plus personne n'y croit à ça, puisque les méta-analyses, vous savez que les méta-analyses, ça peut être considérablement biaisé du fait que les études qu'on met dans la méta-analyse, ce sont celles qui sont publiées, etc. Donc tout le monde le sait, mais on ne le dit pas trop, parce que c'est écrit. Et donc vous voyez ces histoires de niveau de preuve, il y a la pyramide, elle est là, et on la montre aux gens quand ils disent « Ah, je veux évaluer une intervention ». Ben voilà, il y a la pyramide, et il faut que tu montes les marches les unes après les autres, et puis quand tu auras beaucoup d'essais, tu feras une méta-analyse, et là tu auras la preuve absolue. Et cette pyramide qui structure notre petit monde, en particulier le monde de l'évaluation, elle bouge un tout petit peu. Mais elle bouge avec des forces contraires. C'est ça qui est intéressant. C'est que, d'un côté, vous avez vu que les essais randomisés, eh ben, on en fait maintenant, même en dehors du monde biomédical. Donc on en fait en santé publique, on randomise des interventions de santé publique, mais les économistes maintenant se mettent à faire des études randomisées. Et c'est récent, c'est récent. Et ils deviennent des militants très forts des essais randomisés, contre même les modèles économétriques qui relèvent un peu de notre épidémiologie en fait. Et puis vous avez remarqué aussi, vous avez vu cet article dans le Figaro il y a un ou deux mois sur
le scandale de l'homéopathie, des médecines alternatives, etc., vous avez un courant de médecins très porté vers la preuve, la démonstration de l'efficacité. Et vous avez vu les signataires, moi j'étais persuadé de but en blanc que c'était des collègues hospitalo-universitaires, enfin des apparatchiks de la recherche biomédicale. Pas du tout. Pas du tout. C'était des médecins de terrain. Alors des médecins ou des non-médecins. Et parmi les médecins, c'était beaucoup de médecins généralistes, enseignants ou non enseignants. C'est très étonnant. Donc vous avez dans un courant qui dure, hein, de preuves dures, et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez la médecine personnalisée. Donc effectivement, c'est un autre courant. Alors, qui rassemble des acteurs d'horizons complètement différents. Vous avez des cancérologues qui font de la biologie moléculaire et qui développent des thérapies ciblées et qui disent, ben, c'est ciblé, c'est sur une tumeur, c'est sur un ou une patiente. Donc, c'est des thérapies ciblées, individualisées, et donc, ça échappe à l'essai randomisé. Et en fait, c'est la biologie, c'est le mécanisme d'action qui fait la preuve de l'efficacité. Et figurez-vous qu'il y a des passages à l'acte auprès des institutions de santé publique, que sont les autorités qui délivrent des autorisations de mise sur le marché. Il y a eu dans les 2 dernières années des anticancéreux qui ont eu une AMM, alors sur un critère d'efficacité qui est la réponse tumorale, avec une taille d'effet modeste, sans groupe contrôle. Sans groupe contrôle. Un bras. Croissance tumorale, taille d'effet modeste, AMM. Enfin, il y a 10 ans, ça aurait été complètement impensable, un truc comme ça. C'est même pas Sovaldi dans l'hépatite C, qui n'a pas de groupe contrôle, mais avec une taille d'effet énorme. Là, on est... bon, ben voilà, avant ça marchait moyen, maintenant ça marche très bien, donc on ne fait pas de groupe contrôle. J'accepte ça, ça ne me dérange pas. Et là, un anticancéreux qui a une efficacité modeste, pas de groupe contrôle, c'est une atteinte à la preuve de l'efficacité. Et en ce moment, on voit ça. On voit ça, et il y a une tension. Quand on dit aux collègues cancérologues, mais c'est-à-dire quand les autorités de remboursement le disent, mais vous avez une AMM, d'accord, mais écoutez, est-ce que ça marche votre truc là? Est-ce que ça va sauver des vies? Vous allez demander beaucoup d'argent et voilà. Et les gens me disent, mais non, mais en fait, le mécanisme d'action fait que ce produit marche. Vous voyez le changement de paradigme, hein, fort. Hein. Donc vous avez ces acteurs-là, et puis vous avez des acteurs des sciences humaines et sociales, bien entendu. Hein, bien entendu, qui depuis toujours s'intéressent au sujet en tant que sujet, et pour lesquels le sujet statistique moyen est une aporie, est un truc qui est absurde, est un truc qui... Hein, il n'y a pas besoin de penser à des psychanalystes ou des anthropologues, c'est... pour qui c'est le cas. Si vous voulez, quand vous êtes un clinicien, vous soignez à chaque fois un sujet différent. Et en plus, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, on oublie toujours à quel point on sait qu'avec notre évidence de la médecine et nos statistiques, on sait que les médicaments ou les interventions marchent en moyenne. Mais pour un sujet donné, il y a toujours cette angoisse, qu'est-ce qu'on peut lui dire, hein, de singularité. Alors vous me direz, vous c'est en santé publique, donc de fait, vous êtes en population. Ben oui, mais vous le saviez mieux que moi, maintenant on fait de la prévention ciblée. Hein, on cible. Hein. Et en fait, ciblé, ça revient au même. Ce n'est pas de la médecine personnalisée, c'est de la santé publique personnalisée. C'est de la santé publique stratifiée. Et en réalité, les problématiques deviennent un peu les mêmes. Donc on a une tension aujourd'hui entre d'un côté une tension autour de ce que c'est que la preuve, de ce que quand puis-je dire que j'ai évalué une intervention? Quand puis-je l'affirmer à des politiques, ce qui doit vous arriver, hein, puisque vous êtes au contact des politiques, nous non. Nous en tant que chercheurs non, mais vous oui. Donc le politique va vous demander, mais alors ça, est-ce que ça marche? Et ils attendent une réponse en oui et non. Hein. Et donc il y a un outil qui permet de dire oui ou non. Et bien cet outil aujourd'hui, il est tiraillé de part et d'autre. Et donc je vous propose rapidement de voir, d'essayer de déconstruire ces tiraillements
et de les reconstruire, de reconstruire une approche où effectivement la perspective mixte, à l'évidence, va faire sens. Hein. Parce que, effectivement, à l'évidence, avoir une approche qualitative et quantitative, c'est un peu l'avenir de l'évaluation des interventions et même des médicaments. Hein. Alors, on commence par déconstruire le quantitatif. Parce que c'est votre culture. Tous, vous savez faire vous avez été nourris de connaissances à propos du quantitatif, de connaissances à propos des tests statistiques, de l'inférence. Quand j'ai le droit, j'ai deux hypothèses, nulle alternative, j'en accepte l'une, enfin tout ça, c'est des banalités. C'est des banalités, sauf que, en fait, c'est devenu des banalités. Mais cette histoire de niveau de preuve à partir de randomisation et de tests statistiques, en fait, c'est récent et ça ne va pas de soi dans le cadre de la pensée médicale. Et en fait, à l'origine même de la preuve dans l'efficacité d'une intervention en médecine, eh bien, à l'origine, c'est anti-statistique. Et c'est très important de se souvenir de ça parce que ça va structurer tout le reste. Hein. C'est à l'origine, vous savez, il y a Claude Bernard et il écrit dans son introduction à la médecine expérimentale: il y a évidemment quelque chose qui a causé la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Et d'ailleurs il rajoute, et ce n'est pas à l'aide de la statistique qu'on y arrivera. Jamais la statistique n'apprendra rien sur la nature des phénomènes. Et je dirais la même chose sur l'efficacité de certains remèdes. Donc vous voyez... Alors, il paraît qu'il disait ça, la partie statistique, parce qu'il était en concurrence sur ses postes avec un statisticien. Mais en tout cas, le début, c'est vraiment, on retrouve ça dans la pensée du premier et du second cycle des études médicales. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelque chose qui a causé la mort du malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. Et il y a une cause, il y a une étiologie. Et donc, si on agit sur cette cause, alors on va guérir le patient. Et bien sûr, ça se nourrit de la pensée des maladies infectieuses. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une cause. Hein. La cause de la tuberculose n'est pas forcément le BK. Ça peut être tout autant le niveau socio-économique, etc., même une vulnérabilité génétique. Mais le BK est une condition nécessaire à la tuberculose. On ne peut pas dire le contraire. Donc, du coup, si vous tuez le BK, vous guérissez le patient. En principe, parce que le médicament peut aussi tuer le patient, par moment. Mais vous voyez, dans l'idée, il y a une espèce de syllogisme, quoi, de pensée déterministe, et c'est ça qui a construit, et c'est ça qu'on apprend en médecine. Hein. Un patient est hypertendu, je cherche la cause de l'hypertension, c'est une sténose des artères rénales, eh bien je vais dilater les artères rénales, donc le patient ne sera plus hypertendu. C'est comme ça, enfin pour la médecine occidentale, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, ça marche un peu. C'est-à-dire, ça marche dans les maladies infectieuses, ça marche régulièrement. En fait, dans l'immense majorité des cas, quelqu'un a un cancer du poumon, oui, il fumait, ou il avait une prédisposition génétique, mais à quoi ça sert pour le soigner? La prédisposition génétique, on n'y fera rien. Et le tabac, c'est trop tard. Donc on va lui enlever un poumon. Donc on voit qu'en réalité, et ça on s'en est rendu compte au cours du XXe siècle, il y a des historiens qui ont, si ça vous intéresse, il y a un livre de Harry Marks, The Progress of Experiments, qui écrit l'histoire de la méthodologie de la recherche clinique au cours du XXe siècle, en Amérique du Nord, mais c'est pareil chez nous, et qui montre que la première moitié du XXe siècle, il y a une poussée comme ça de la pensée bernardienne, Pasteur et compagnie, donc une pensée déterministe qui cherche des causes et on agit sur les causes. Et puis au milieu du XXe siècle, il y a un revirement brutal où les gens se rendent compte que ça ne marche pas, c'est trop compliqué. Voilà. Les causes, c'est trop compliqué dans la vraie vie. Et en santé publique, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est même encore moins déterministe.
Et donc, du coup, on va faire de la statistique et ils ont pioché ce que les agronomes faisaient, Fischer et compagnie, qui eux, vous savez, la recherche en agronomie était bien plus importante que la recherche médicale au début du XXe siècle. Il fallait manger il fallait d'abord manger pour vivre. Et après, il fallait être soigné. Et donc la recherche en agronomie était quelque chose de très 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 important. Et donc il y avait des statisticiens qui travaillaient pour optimiser le rendement des cultures. Et donc c'est eux qui ont inventé la randomisation des champs et l'inférence statistique, que l'on apprend tous à l'école. Alors, et donc on a pioché cette méthodologie, on l'a appliquée aux soins et ça a marché, quoi. Ça a marché, c'est-à-dire que du coup on pouvait tout comparer. On pouvait comparer des interventions médicamenteuses, non médicamenteuses. On n'était plus tributaire de la pensée biologique. On peut comparer des psychothérapies à des médicaments et c'est ce qu'on fait. Et du coup, ça a permis de faire progresser la pratique médicale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais alors, quand on regarde dans le détail, vraisemblablement, les collègues qui faisaient cette recherche statistique pour évaluer l'efficacité des interventions, eh bien, ils n'ont jamais réussi à se départir de ce qu'on leur apprend en premier et second cycle des études médicales, c'est-à-dire d'une pensée déterministe. Et d'ailleurs, vous voyez, dans la réalité, on va dire, l'homéopathie, ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Si on vous demande un repas en ville le soir, alors on entend l'homéopathie, ça marche ou ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Vous voyez, non, c'est un placebo. Ce qui est vrai, enfin, très vraisemblablement, c'est un placebo. Néanmoins, ça marche ou ça ne marche pas? Ça dépend. Ça dépend pour qui. Il y a des patients qui guérissent sous placebo, tant mieux pour eux. Donc pour eux, ça a marché. Et puis même, vous prescrivez un anti-inflammatoire pour un début d'arthrose du genou. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que de l'homéopathie? Vous savez, le paracétamol n'a pas plus d'efficacité qu'un placebo dans une arthrose du genou. Il y a des essais randomisés qui montrent ça, à moins de monter à des posologies qui font mal au foie. Donc, et pour un anti-inflammatoire, donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça la question, c'est plus compliqué. Donc on ne peut pas répondre, on devrait dire, écoute, est-ce que l'homéopathie marche ou ne marche pas? Ça dépend, reformule, on ne peut pas répondre à ta question comme ça. Est-ce que l'homéopathie est plus efficace qu'un comprimé qu'une granule de sucre dans lequel il n'y a rien, enfin on l'a fait comme ça? Non, c'est pareil. Mais est-ce qu'un soin homéopathique peut rendre service à des gens? C'est une autre question. Donc en fait, est-ce que ça marche ou pas? Et c'est la même chose pour une intervention de santé publique. En fait, répondre oui ou non en disant oui ou c'est non, ça ne va pas. On voit bien que ça n'a pas de sens de répondre à ça. Alors, pourquoi finalement on répond spontanément à ça? Parce que la statistique nous y pousse. Donc vous êtes au courant. On prend, donc dans le cas où on fait une intervention randomisée, donc on tire au sort une intervention avec une autre intervention, et puis on prend un critère d'efficacité principal, et puis on en met quelques secondaires après, quand même, mais un principal, et puis on fait un test statistique, et puis si P est plus petit que 5%, alors on dit ça marche. C'est comme ça que tout le monde fait. C'est comme ça que tout le monde fait. Alors, ça marche, et on sait qu'on a un risque de 5% de dire que ça marche, alors que ce n'est pas vrai, sur un critère d'efficacité. Et du coup, on dit ça marche. Vous voyez, on passe, alors qu'en fait, on n'en sait rien si ça marche. D'abord, on ne sait pas pour qui ça marche, et en plus, on a un risque que ça ne marche pas. Ah oui, mais ça, bien sûr qu'il y a ce risque, mais c'est toujours comme ça. Ah oui, mais c'est toujours comme ça, mais il faudrait toujours le rappeler. Et vous voyez, si on ne le rappelle jamais, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'on n'a pas envie que ça soit comme ça. On n'a pas envie que ça soit comme ça. On a envie d'avoir une preuve. On a envie de pouvoir dire « ça marche ». Voilà, c'est une loi. C'est-à-dire, le médicament, il marche. Ou il ne marche pas. L'intervention, elle marche. C'est pas rien, c'est quelque chose.
Vous voyez, comme Claude Bernard, il voulait avoir des trucs qui marchent tout le temps. C'est une loi, j'ai montré que ça fait quelque chose, ça marche. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Et ce qui est drôle, vous voyez, c'est que, en fait, Fisher, Henneman et Pearson, ils ont vu que leurs tests statistiques étaient utilisés de façon considérable et que ça leur échappait. Et ils ont même eu une discussion entre eux pour savoir finalement qu'est-ce que ça voulait dire, que c'était significatif. Et ils n'étaient pas d'accord tous les deux. Enfin, tous les trois. Mais il y avait Henneman et Pearson et puis Fisher. Donc, pour l'un, c'était un comportement inductif, ça c'est Henneman et Pearson. Vous voyez, comportement, c'est-à-dire, il y a deux hypothèses. Ben, en fait, vous pouvez en choisir une, en vue d'agir. Mais c'est inductif parce qu'en fait, on n'en sait trop rien. Les données nous incitent à plutôt choisir cette hypothèse pour notre comportement. Et puis Fisher, il était beaucoup plus cool, il disait que c'était un raisonnement inductif, c'est-à-dire, ben oui, calculer un P, et puis plus il est petit, plus ça veut dire que ça doit marcher. Et puis voilà. Donc, ils avaient une tension dans les articles entre les deux, mais nous, on ne dit pas ça. Hein. Regardez un épidémiologiste, moi je le vois au labo très souvent, un séminaire où des épidémiologistes présentent des résultats. Donc vous avez la régression logistique, vous avez le tableau avec les facteurs de risque, vous avez l'étoile ou pas l'étoile. Et puis, mais ce n'est pas une reproche, tout le monde fait ça dans tous les papiers. Hein. Et bien, vous avez ça, ah ben là, celui-là, là, j'ai ça et ça et ça comme facteur de risque, mais ça et ça et ça et ça, ça l'est pas. Mais ça n'a aucun sens de dire ça. C'est pas parce que P est plus petit que 4% que c'est un facteur de risque, et que s'il est plus grand, et même parfois, on ajuste sur ça, c'est plus un facteur de risque. Mais pourquoi alors? Avant il l'était, maintenant il l'est plus, alors on cherche des explications. Mais non, c'est qu'en fait, alors que l'odds ratio, il a changé, il est passé de 2 à 1,8, donc c'est la même chose, c'est la même chose. Et bien sûr, l'intervalle de confiance est un petit peu plus grand, et donc on n'a pas 0,05, mais on s'en fiche complètement, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Mais pour nous, oui, vous voyez, on a besoin de dire, c'est un facteur de risque, ça n'en est pas. Et après on dit, mais oui, mais telle étude, ils ne l'ont pas trouvé. Alors pourquoi nous on l'a trouvé et eux ils l'ont pas trouvé? Donc c'est pas reproductible. Mais non, c'est pas ça. C'est que en fait on a un estimateur qui nous dit que le hasard ne devrait pas l'expliquer, et puis les autres c'était pas pareil. Et la part du hasard était plus ou moins grande, et du coup il y a des différences. Vous voyez or c'est évident que c'est ça que disent les études quantitatives. Statistique. C'est évident que c'est ça, mais on n'a pas envie que ça soit ça, on a envie que ça soit déterministe. Et donc, ça a un effet indésirable, ça a plein d'effets indésirables. C'est que, du coup, ça pousse à tricher à la marge quand on écrit des papiers. Deux, on a la prétention de dire qu'on a trouvé un truc qui est vrai. C'est-à-dire, on n'est pas dans le comportement ou le raisonnement inductif, on est dans le comportement ou le raisonnement déductif. Et d'ailleurs, on dit qu'on a prouvé. C'est prouvé. J'ai prouvé. Quand on dit que la preuve, c'est comme en mathématiques. C'est à partir de déduction, je prouve. Et là, bien sûr, vous voyez à quoi je vais arriver dans quelques minutes, c'est que bien sûr, le qualitativiste, il ne peut pas lutter contre ça. Vous ne pouvez pas lutter contre la force de vérité des mathématiques. La mathématique dit le vrai. Vous pouvez, la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Il suffit de faire la démonstration au tableau, c'est vrai. Voilà. Et donc, du fait de notre croyance en une pensée déductive dans le monde de l'évaluation des interventions, on vend de la vérité à tort. Donc ça, c'est le premier volet, le quantitatif, qui marche. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. L'évaluation des interventions, ça marche. Sauf que c'est survendu. C'est survendu. Alors, venons-en au qualitatif. Alors là, effectivement, quand on prend depuis le début, on a l'impression qu'on part de l'opposé. Donc l'opposé, c'est, on peut dire Freud ou les ethnologues, c'est-à-dire que vous êtes un clinicien ou un savant qui
qui prend sur lui d'aller en Amazonie, perdu dans un endroit où vous n'aurez pas de médicaments, rien du tout, et vivre pendant 10 ans avec des autochtones. Et vous vivez avec eux, vous vivez tous les jours, et puis vous écrivez. Et puis, vous écrivez un livre et vous dites, ben, j'ai vu ça. Bien sûr, en 10 ans, vous avez eu le temps de faire reposer les choses, de les structurer, de les digérer, de les mettre en relief par rapport à votre vie dans votre pays. Et puis, vous écrivez Triste Tropique, etc. Enfin, des livres Et donc, c'est vrai qu'on les lit avec beaucoup d'intérêt. Il y a des connaissances dedans qui permettent de... c'est de la science, hein, quelque part, c'est des observations, et puis qui sont transmises. Alors, bien sûr, ça reste, c'est très littéraire, et on dit c'est de la science, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se sont dit, oh, mais quand même, bon, c'est la littérature. Et donc, il y a des chercheurs qui ont ressenti le besoin de durcir. Et en fait, ce n'était pas qu'un besoin, c'était aussi un besoin institutionnel, c'est que ça faisait trop artiste, quoi. Et donc dans des universités, donner des postes à des anthropologues ou des psychanalystes juste parce qu'ils écrivent des livres après avoir fait des voyages, ça ne marchait pas. Et donc il y a des gens... Alors il se trouve que c'était des sociologues qui ont inventé dans les années 60 ce qu'on appelle la théorie ancrée, la grande dite théorie, qui est une forme d'opérationnalisation de ça, de ce que... Alors Freud, on peut discuter, mais les anthropologues, oui. Et donc, c'est protocolisé. Donc, comment ça marche? Alors c'est vrai que c'est différent, un peu différent de ce qu'on fait nous. Il n'y a pas de question, il y a un questionnement, on pourrait dire. C'est-à-dire, je ne vais pas dire est-ce que cette intervention est supérieure à celle-là. Je vais dire, bah tiens, dépistage du cancer du côlon en médecine générale. Vous voyez? C'est une question, c'est une problématique, quoi. Et vous voyez tout ce qu'on peut dire derrière, hein, c'est que les gens ne se font pas dépister, et alors pourquoi? Et pourquoi certains médecins, leurs patients se font dépister ou pas? Vous voyez, il y a tout un tas de questions. Est-ce que c'est coût efficace? Enfin, est-ce que... Voilà, je me lance dans le dépistage du cancer du côlon en médecine générale. Et puis, alors il va falloir échantillonner. Alors là, on va y revenir parce que ça, dans notre jargon, c'est important. Donc on va prendre... alors c'est là que moi je suis moyennement d'accord avec les qualitativistes, mais ils ont des arguments. Ils vont dire par exemple, ah ben, en fait le dépistage du cancer du côlon, ça dépend où on le fait, c'est pas pareil, hein, selon que c'est en ville, à la campagne, etc. Enfin, donc je vais me focaliser à un endroit que je connais bien, que je caractérise en termes anthropologiques, quoi. C'est-à-dire, je sais comment sont les médecins, là, c'est en milieu rural, avec une faible démographie médicale, avec des médecins qui ont une position très forte par rapport à leurs patients, voilà. C'est un endroit que je connais, et donc, du coup, je vais pouvoir l'étudier après l'avoir caractérisé. Alors, pour nous, en santé publique, du coup, qu'est-ce qu'on va en faire après pour généraliser? Donc, un questionnement, un échantillonnage, et puis un recueil. Donc on va interroger des médecins, des patients, etc. Avec un entretien qui au début est assez ouvert. Et puis en fonction de ce que les gens disent, on va avoir des thèmes, et puis on va les élargir au fur et à mesure. Et puis on note tout, hein. Parfois on peut même filmer. Et puis donc on a un corpus que l'on recueille. Et puis on va commencer tranquillement à le coder. Parce que bien sûr il est énorme. Et donc on va prendre, alors c'est très très long, on prend, quand c'est un texte, hein, on prend les 3 premiers mots et on réfléchit aux mots. Alors si c'est des mots avec du jargon, tac, on va mettre le mot qui correspond sans jargon. On va faire au début du micro-codage. Et puis après, alors on peut passer comme ça une semaine sur une page, micro-codage. Et puis après, donc du coup, on s'imprègne là en profondeur du contenu. Et puis après, on va coder plus en termes sémantiques. Hein, 3-4 mots, on va les regrouper en un mot. Et puis on va faire ça pour le corpus. Et puis après, alors bien sûr, on va avoir des mots qu'on va retrouver dans la mesure du possible. On va utiliser les mots qu'on a déjà utilisés. Vous voyez, pour simplifier. On peut utiliser un logiciel qui va nous aider à coder. Et puis, on va essayer de trouver des familles de noms de code. Donc on va faire un macro-codage, et puis etc. Et puis à la fin, on a une vision du corpus, et on peut dire, ben, dans ce corpus, il y a des dimensions.
qui ont été obtenus à partir d'un codage hiérarchique d'un corpus. Alors, ça c'est une approche, il y en a plusieurs autres. Alors, il y a des questions qui se posent, d'épistémologie, de reproductibilité, de validité, de choses comme ça. Alors, les qualitativistes, ils disent qu'ils sont différents. Il y a des revendications identitaires, mais je comprends. Hein. Donc, ils disent que pour eux, la question du biais ne se pose pas. Comme nous, hein, en statistique, le biais c'est capital. Pour eux, c'est pas validity au sens de absence de biais, c'est accuracy au sens de j'ai vraiment réussi à capturer ce que le sujet voulait me dire. Et ce qui n'est pas inintéressant. Ça ressemble un peu à un biais, à une absence de biais. Hein. Ben, ils disent c'est à propos, vous voyez, en fonction des conditions d'entretien des sujets avec qui vous parlez, ben, ils vont être plus ou moins bien. Vous allez leur poser les questions qui vont les aider à expliciter ce qu'il y a en eux, et donc vous pouvez réussir à capter ce qu'ils pensent ou pas. Et quand vous avez réussi, vous avez de l'accuracy. Alors eux, ils disent qu'en quantitatif, on est obsédé par la reliability, la reproductibilité. Eux, ils disent non, nous on n'est pas reproductible. Nous, ce qu'on veut, c'est la précision, c'est-à-dire on veut que les données, les réponses aux questions qu'on a posées vont vraiment mettre en lumière le questionnement qui était posé à l'origine, etc. Alors, et donc il y a une revendication, comme je vous le disais, identitaire, où ils disent nous on est différents. Nous c'est nous qui codons, il n'y a pas de statistiques, c'est nous qui donnons du sens. On revendique d'ailleurs que quand on met du sens, quand on code, peut-être qu'il y a une part de nous qui arrive là-dedans. Eh bien, c'est pour ça qu'en permanence, je vais prendre des notes. Par exemple, quand je me lève le matin, je vais aller faire un entretien à Bourg-en-Bresse avec un médecin. Je note, je me lève, je prends ça au petit déjeuner, je suis de mauvaise humeur, etc. Voilà. Et je prends des notes sans arrêt, j'arrive au train, je rencontre le sujet, je marque, il me donne une impression désagréable, etc. Et pour qu'au moment où je code, je puisse me rappeler tous les éléments du contexte qui ont pu faire que j'ai pu induire quelque chose ou pas. Vous voyez, on fait rarement ça, nous, franchement. Hein. Quand on dit c'est qualitatif, c'est artistique, quoi. Non. Donc je vous conseille de lire le petit livre de Lejeune en français sur la théorie ancrée. C'est un tout petit livre en français. Quand on aime la méthodologie, c'est absolument remarquable de précision, de rigueur intellectuelle sur comment réduire un corpus pour à la fin avoir une réponse à mon questionnement, des réponses à mon questionnement. Alors, donc c'est vrai qu'on pourrait dire ah ben oui, ça n'a rien à voir avec l'épidémiologie ou les randomisés, c'est pas la même épistémologie. En fait, d'abord, c'est à moitié vrai, parce que vous voyez, la question de la reproductibilité que l'on reproche souvent aux approches qualitatives, c'est de dire c'est pas reproductible parce que ça dépend de vous, etc. Attendez, les essais randomisés reproductibles, quand, où les essais randomisés, d'abord on en fait rarement plus de 2 pour une molécule dans une indication, et ils sont faits, c'est mondialisé, enfin... Et quand vous en referez un, si c'est sur un antibiotique, si c'est sur un antihypertenseur, si c'est dans l'obésité, ben la pathologie bouge, hein, les germes bougent, l'écologie microbienne n'est pas la même, c'est jamais complètement reproductible. Et puis vous savez bien que quand on refait 2 essais randomisés, il arrive fréquemment qu'on ne trouve pas les mêmes résultats. D'ailleurs, c'est pour ça que les méta-analyses sont intéressantes, c'est d'étudier l'hétérogénéité entre les études randomisées. Donc la reproductibilité, or, dans une étude qualitative, en fait, il y a de la reproductibilité. On peut reproduire une étude qualitative. Pour le codage, souvent, il est reproduit. C'est-à-dire il y a 2 codeurs, au moins sur une partie du corpus. Et donc moi, je trouve que les qualitativistes ont peur à tort de la reproductibilité, parce qu'ils pensent que dans le quantitatif, on est complètement reproductible. Mais comme ce n'est pas le cas, en fait, tout se discute. Hein.
Voilà, cette histoire de biais, etc. Mais ça, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit crucial, hein. D'ailleurs, j'ai lu, il y a eu une thèse d'épistémologie soutenue récemment par un élève d'Alain Leplège sur l'épistémologie du biais en épidémiologie. C'est fascinant, c'est qu'on voit en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un biais. On ne sait pas ce que c'est qu'un biais, à moins de le définir en statistique, hein, c'est-à-dire c'est une erreur d'estimation systématique sur l'estimateur, mais ce n'est pas épidémiologique. En épidémiologie, la notion de biais est une espèce de Graal, quoi, hein. Et quelque chose de très subtil. Donc en fait, quand on va dans le détail, toutes ces différences épistémologiques ne sont pas claires. Donc ça, c'est un premier point. En termes épistémologiques, alors oui, nous on utilise des nombres et eux des mots, mais en fait aujourd'hui vous avez de l'analyse textuelle. Hein, vous savez, de la textométrie, hein. Il y a des logiciels qui font de l'analyse automatique de corpus littéraire. Et donc, c'est des statistiques, mais ce n'est pas sur des nombres. Enfin, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on fait des statistiques qu'on utilise des nombres. Il y a des variables catégorielles, quoi. Donc, cette histoire de quantitatif-qualitatif, même, n'est pas complètement claire. Et puis, vous voyez, la biologie moléculaire, c'est très peu quantitatif, en fait, hein. Mais pour autant, on ne va pas dire que c'est une science qualitative. Ça n'a rien à voir. Donc, on voit qu'il y a le background épistémologique est plus sous-tendu par des considérations sociologiques, c'est-à-dire d'appartenance à des groupes identitaires. Il y a les qualitativistes et les quantitativistes. Ils s'étiquettent comme ça. Mais dans les faits, ce qu'ils font, il y a une continuité, hein. Il y a une continuité d'études, et cette continuité devient aujourd'hui d'autant plus sensible que les statistiques sont en train de changer. Donc, comme vous le savez, à partir des années 70, il y a l'émergence de Exploratory Data Analysis, l'EDA, avec des statisticiens comme Tukey et tout ça, et qui disent il y en a marre des petits p, des tests, etc. On veut explorer, il y en a marre d'avoir des hypothèses, on veut des statistiques qui explorent. Et donc, avec l'analyse en composantes principales, avec les analyses en cluster, avec les représentations graphiques ad hoc, vous savez, avec en particulier l'histoire des effectifs de l'armée napoléonienne au fur et à mesure qu'elle a envahi la Russie et qu'elle revient. Donc c'est comment représenter ça graphiquement pour voir sur un dessin tout ce qui s'est passé. Vous voyez, voir, on s'en fiche des inférences. On veut voir ce que disent les datas. Et en France, vous savez qu'on a eu un courant comme ça très fort dans les années 70, hein, avec l'analyse des correspondances multiples, Benzekri et tout ça, qui est tombé un peu en désuétude, mais l'esprit persiste, notamment au fin fond des bureaux de l'INSEE. Et donc vous avez, à côté de la pensée quantitative traditionnelle et majoritaire dans le domaine des biostatistiques, vous avez une statistique exploratoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'arrivée de Google, Facebook, etc., et de l'analyse de ces données, fait monter en charge considérablement les statistiques exploratoires, puisqu'en fait, ça s'appelle data science aujourd'hui, mais data science, c'est des statistiques exploratoires qui sont faites avec donc, du support vector-machine, avec des réseaux de neurones profonds, etc. Mais ça ne fait pas beaucoup plus que... Enfin, si, ça fait beaucoup plus. Enfin, ça fait qualitativement, ça marche mieux, mais sur le principe, c'est pareil que les statistiques exploratoires de Tukey. Et donc, vous voyez, on arrive, c'est pour ça qu'il y a des tensions aujourd'hui, c'est parce que, à la fois, il y a des barrières épistémologiques qui se brisent un peu, c'est-à-dire les gens sont cultivés, on communique, on écrit des papiers en anglais, tout le monde lit l'anglais, les qualitativistes écrivent des papiers en anglais, les quantitativistes aussi, donc on peut se lire mutuellement, on peut se parler lors de conférences. On commence quand même à devenir critique par rapport à l'évaluation des interventions, parce que c'est bien beau de savoir que ça marche sur un critère principal, l'efficacité, mais chez qui ça marche le mieux? C'est quand même ça la question. Et puis, comment se sentent les gens une fois qu'on a fait l'intervention? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est pas... Alors, on va mesurer la qualité de vie, mais bon, c'est pas forcément, ça ne va pas forcément répondre à la question. Donc les gens, les investigateurs que nous sommes, on voit bien qu'on est un peu frustrés par ce que nous donne l'approche quantitative habituelle.
Et effectivement, l'approche qualitative que l'on voit publier de temps en temps, eh bien, quelque part, elle répond à notre question. Et comme en plus, eh bien, aujourd'hui, l'outil statistique et mathématique et algorithmique eh bien, submerge tout de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des approches exploratoires qui ont pignon sur rue, et que même les corpus des qualitativistes, maintenant, on a des outils de textométrie qui sont tellement puissants que leur utilisation sur les corpus que eux ont récupérés quand ils font leurs études, on a une possibilité d'interprétation extrêmement intéressante. Et à tel point que beaucoup de logiciels d'analyse utilisés par les qualitativistes font de la textométrie maintenant. Vous voyez, tout se mélange. Et donc j'en arrive à la conclusion. Que penser de tout ça? Stop au dogme. Vous voyez, c'est qu'on a vraiment été prisonnier de, et on est encore, de dogme, c'est-à-dire pour dire qu'une intervention en santé publique est efficace, il faut prouver qu'elle est efficace, donc il faut faire de la statistique, éventuellement un essai randomisé, parce que comme ça, on peut montrer que ça marche, oui ou non. C'est quand même une espèce de... C'est devenu un dogme, c'est-à-dire une espèce d'idée dominante qui relève d'une pensée irrationnelle. Oui, les essais randomisés sont utiles, oui, les approches quantitatives sont utiles, mais non, elles ne disent pas que ça marche. Alors, bien sûr, elles rendent la vie simple. Ça, c'est sympa. Mais bon, on peut faire autre chose. Maintenant qu'on a fait ça pendant plusieurs dizaines d'années, on peut passer à autre chose. Alors, c'est-à-dire regarder la question en face. L'évaluation des interventions, une intervention, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas de la même façon chez tout le monde. Donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a le droit de dire que la complexité, ça s'étudie. Alors, comment on peut faire? On peut toujours réduire, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on va réduire, et je pense même qu'il faut le faire. Parce qu'en santé publique, il y a quand même des choses qui sont importantes. La survie, c'est important. La douleur, c'est important. Il y a quand même des éléments cliniques forts qui permettent de réduire un problème. Les DALI, les QALY, oui, c'est des outils qui permettent de réduire une problématique. Et donc, une fois que la problématique est réduite, on va avoir des designs expérimentaux forts qui vont permettre d'avoir des conclusions en apparence simples. Donc, c'est pratique pour communiquer, mais il faut toujours avoir en tête que c'est l'apparence qui est simple. Donc, ça, c'est une première approche. Puis la deuxième approche, c'est de gérer la complexité. Je ne réduis pas. Je vais regarder l'intervention dans sa complexité. Et là, on a plusieurs outils. On a les approches qualitatives, mais on va avoir aussi l'exploration de bases de données de grandes dimensions, de réseaux sociaux, de choses comme ça, qui permettent de capturer la complexité. Et là, on n'aura plus de petits p, on n'aura plus de réponses simples à notre question. Ça sera de l'interprétation, de la vision, des schémas, des groupes, des directions, des choses comme ça. Et il faut que nous, quantitativistes, on apprenne à se lâcher un peu, à accepter qu'on peut dire des choses avec des dessins, on peut dire des choses avec un petit texte écrit. Voilà. Et puis, il y a quand même des questions méthodologiques qui vont se poser. Comme je vous l'ai dit, la question de l'échantillonnage, c'est une vraie question que l'on doit régler si on se lance dans quelque chose de mixte. Nous, on dit qu'on a des échantillons représentatifs, ça arrive de temps en temps, mais le plus souvent, ils ne le sont pas. Donc, voilà. Et les qualitativistes, ils disent qu'ils ont un échantillon, un purposive sampling, il y a des boules de neige, etc. Vous voyez, on prend un sujet, puis on prend celui de son pote, et puis le pote du pote, etc. Et puis comme ça, on fait de proche en proche. Enfin, et ça, c'est censé marcher. Je pense que ni les quantitativistes, ni les qualitativistes sont très à l'aise avec la question de l'échantillonnage. Et donc, du coup, on a à dire, sur notre étude, comment on va faire, comment on va échantillonner. C'est des questions méthodologiques sympas. La qualité des datas. Que vous soyez quantitativiste ou qualitativiste, la qualité des données, c'est quelque chose de crucial. Et donc, il faut un peu d'argent. Parce que si vous voulez des données de bonne qualité, il faut de l'argent. Et puis, il faut reproduire aussi. Que vous soyez qualitativiste ou quantitativiste, une seule étude,
c'est toujours un peu risqué. Quand vous en avez plusieurs, vous êtes plus sûr de vous. Je serai ravi de répondre à vos questions et de discuter.